C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information au sommet de cette édition. 28 février 1990, 28 février 2018, exactement 28 ans jour pour jour que la conférence nationale des forces vives de la nation prenait fin à l'hôtel PLM à Lédio. Retour dans cette édition sur les discours de deux icônes de cette conférence nationale. Les cours et tribunaux sont fermés depuis ce lundi, effet de la nouvelle grève des magistrats qui protestent contre les défalcations opérées sur leur salaire. Une équipe de DNTV est allée s'imprégner de l'effectivité de cette grève. Vous aurez le compte rendu dans ce journal. Nous irons en Grande-Bretagne où des ressortissants de l'Union européenne espèrent assurer leur avenir au Royaume-Uni après le Brexit. Mais comment s'y prennent-ils? Vous en saurez davantage dans ce journal. C'est tout pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le bloc de la majorité parlementaire BMP, soutien du président Patrice Talon, était face à la presse ce mardi. Ils se sont prononcés sur les grands dossiers qui font l'actualité nationale. Ils dénoncent par ailleurs un système d'intoxication qui vise à nuire à la politique du chef de l'État. Suivez le compte rendu de Laurent Roland Tonneikes. Cette sortie qui fait office de rentrée politique a été une occasion pour Jean-Michel Abimbola et ses pairs de réaffirmer leur soutien au chef de l'État et de se prononcer sur les sujets brûlants de l'actualité. Constitué de 61 députés, de 6 groupes parlementaires venant de toutes les contrées du Bénin, nous avons décidé d'apporter notre soutien sans faille aux actions visant à améliorer durablement les conditions de vie de nos populations. Ce soutien, qui n'exclut pas, conformément à la Constitution, le contrôle de l'action gouvernementale, consiste notamment à accompagner l'action gouvernementale par le vote de propositions et projets de loi. Toutefois, ils affirment être sensibles aux difficultés des populations, lesquelles difficultés sont induites par des réformes engagées par le gouvernement. Ils apprécient à juste titre les résultats déjà obtenus. Ces députés s'insurgent contre la stratégie d'intoxication de certains politiques pour, disent-ils, déstabiliser le gouvernement. Cette stratégie est illustrée en 4 thématiques: le COSLEPI, le dossier de levée d'immunité parlementaire, le retrait du droit de grève et la réforme du système partisan. Et c'est sur ces 4 points que les autres membres du bloc vont plancher pour apporter des clarifications. Nous savons que la non-installation du COS est une méconnaissance de nos tests. Mais est-ce que devons-nous rester là à pleurnicher sur le lait renversé? Nous prenons acte de cela et puis avançons maintenant. Le COS qui va faire son travail, qui servira de base aux élections de 2019, sera installé le 1er juillet. Mais dans tous les cas, comme je l'avais dit, l'Assemblée nationale est dans la logique de se conformer à la décision de la Cour. Nous avons dit lutte contre la corruption. Nos concitoyens nous attendent sur la question de l'impunité. Je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'impunité, nous sommes d'accord pour mener une lutte contre la corruption. Le dossier nous sera soumis au Parlement, nous n'avons pas été encore saisis de ça. Je pense qu'à l'occasion, le BMP avisera. Concernant les grèves et les défalcations opérées sur salaire pour faire de grève, l'honorable Louis Vlavonou recommande aux différentes parties de se porter devant le juge administratif. Boniface Yeroutomin, quant à lui, abordera la question de la réforme du système partisan. Le juge administratif pouvait être saisi. Et lorsque la décision est rendue, chacun va encore se ranger. Si le juge administratif dit que le gouvernement a une mauvaise lecture de cet article, les défalcations seront restituées immédiatement. Ça, c'est clair. Les gens sont convaincus du bien fondé de faire des réformes. Les gens sont convaincus de la pertinence de certaines propositions, mais il fallait montrer que parce que ça vient de ce gouvernement, parce que ça vient du Parlement, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas opportun. Les gens, c'est un peu faire preuve d'une mauvaise foi. De toute façon, ces députés du bloc de la majorité parlementaire entendent rendre désormais coup pour coup en donnant leur position sur tous les sujets pour, disent-ils, désintoxiquer la population.
Dans un autre registre, vous le savez, les magistrats sont de nouveau en grève de 96 heures depuis ce lundi et pour cause les défalcations sur salaire opérées par le gouvernement, conséquence des dernières grèves pour s'insurger contre le retrait du droit de grève aux agents de la justice et aux magistrats. Laurent Roland-Tonneike s'est allé faire le constat de la dite grève. Suivez plutôt son compte rendu. Tribunal de première instance de Cotonou, salle d'audience fermée, couloir vide, c'est le constat fait ce mardi. La grève enclenchée par les magistrats à cause des défalcations opérées sur les salaires est bien observée. Pas de présence de magistrats, pas de présence de justiciables. Ces derniers, ayant certainement été informés, n'ont pas rempli la cour du tribunal comme c'est le cas les jours ouvrables. Seul constat, la présence de ces deux fourgons ayant transporté les mises en cause dans l'affaire CNCB. Et sur les balcons, les proches parents de ces mises en cause. À la cour d'appel, le constat est pratiquement le même. Les salles d'audience sont fermées. Les citoyens présents ici y sont pour des légalisations. Les sieurs Alphonse Leco et Paul Leco, venus de Porte-Nouveau pour une audience, n'ont d'autre choix que de retourner chez eux. Bon, je suis venu pour problème de parcelle. Mon arrivée, j'ai vu que les portes étaient bloquées. Personne n'est ici, que le gouvernement regarde pour faire quelque chose dedans. J'ai attendu fois passée qu'il y a grève. Bon, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais aujourd'hui je suis arrivé ici pour voir que toute porte est fermée. Il n'y a pas de travail. Le secrétaire général du Central Justice Kako-BC rencontré apporte une précision. Ce que vous observez actuellement, c'est d'abord les magistrats qui sont en grève. Je voudrais rappeler que nous, personnels non magistrats, on a observé déjà près de 3 mois de grève depuis 2017. Donc actuellement, c'est les magistrats qui observent ces mouvements de débrayage. Nous avons décidé de nous retrouver le vendredi prochain en Assemblée générale pour faire une évaluation et trouver d'autres stratégies de lutte. Et parlant de stratégie de lutte, Kako-BC pense que la grève n'est plus certainement l'arme qui répond aux attaques du pouvoir contre les travailleurs. Il évoque par ailleurs la loi sur les grèves. Seule la grève peut ressortir les difficultés des travailleurs, la souffrance du peuple béninois. Il faut trouver d'autres méthodes pour faire montrer à la communauté internationale les dérives du pouvoir. La loi est claire. Lorsque vous observez un mouvement de grève sur la base des points de revendication qui portent sur des principes, des libertés, il ne devait pas avoir de défalcation. Lorsque même vous observez des mouvements de débrayage et que vous n'avez pas satisfaction, il ne devait pas avoir de défalcation. Mais le gouvernement a outrepassé tout ça. Ils ont fait des retenues sur salaire. Je n'appelle pas ça retenue sur salaire parce que si moi qui ne veux pas, je n'ai pas eu mon salaire. Selon Kako-BC, les points de revendication à incidence financière ont été versés dans une grande commission créée par le garde des Sceaux. Lesquels points ont été ensuite reversés dans la grande commission gouvernement-syndicat. Il conclura par ailleurs que les seuls points sur lesquels ils ne s'entendent pas avec le gouvernement tournent autour des libertés fondamentales. Je vous l'annonçais en titre, exactement 28 ans, jour pour jour, que prenait fin la conférence nationale des forces vives de la nation le 28 février 1990 à l'hôtel PLM à Lédio. Cette réunion des diverses sensibilités de la République populaire du Bénin qui a démarré un 19 février a permis au Bénin de sortir de la crise sociale qui le secouait très fortement déjà en 1988. L'acquis principal de cette conférence est la Constitution du 11 décembre 1990, toujours en vigueur et qui est la clé du renouveau démocratique et du libéralisme économique de la République du Bénin. Et cette prouesse africaine a été possible à un peuple décidé à quitter la dictature militaro-marxiste pour la démocratie, mais aussi grâce à 2 hommes engagés pour la réussite de cette conférence. Il s'agit du général Mathieu Kérékou, le chef d'État d'alors, et Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou et président du Présidium de la Conférence nationale. Je vous propose à présent de revivre un moment fort et historique à travers les propos de l'homme d'église à l'endroit de l'homme en uniforme à la fin de la Conférence nationale. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre
si je suis dans la salle ou en dehors de la salle, si je suis en ce monde ou en un autre. Et tous ces sentiments, Monsieur le Président, trouvent leur début en votre personne. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire toute notre reconnaissance. Et je crois que je ne trahis personne ici en disant au chef de l'État que je lui adresse les sentiments les plus profonds de notre gratitude. Et j'admire votre audace. J'admire votre magnanimité. J'admire votre clairvoyance. J'admire le fait que, chef de l'État, vous vous êtes rendu à l'évidence en communiant avec votre peuple qui trouve dans sa chair, dans son cœur, dans ses membres, dans son ventre vide, dans son corps mal vêtu, dans son corps mal soigné, qu'il était temps que les choses changent. Vous avez été en communion avec ce peuple. Et l'autre jour, je vous disais que vous aviez de la sympathie pour ce peuple. Et vous m'avez repris tout de suite, ce n'est pas de la sympathie, j'ai de l'amour pour ce peuple. Je voudrais vous remercier au nom de toute la conférence. C'est vous qui êtes nos mandants, même si nous sommes les invités du chef de la République. L'invitation a d'abord été adressée à vous. Et c'est vous qui nous avez donné mandat de venir répondre à l'invitation du chef de l'État à votre place. Vous attendez beaucoup de cette conférence. Et je vois que la conférence a apporté beaucoup. Elle a tellement apporté qu'elle a pu être définie comme un coup d'État civil. Ne parlons pas du coup d'État, parlons plutôt du réveil de tout le peuple béninois, du réveil de tout le peuple, sans exclusive, depuis le chef de l'État jusqu'aux plus petits citoyens et citoyennes. Car cette conférence nous aura évité peut-être une guerre civile. Cette conférence nous aura permis d'éviter tout excès de violence. Rien ne se règle dans la violence. La violence appelle la violence. Je vous le disais tantôt, l'un des hommes qui ont permis la tenue de cette conférence nationale de février 1990 et sa réussite est bien évidemment le général Mathieu Kérékou, président de la République, qui a accepté de convoquer cette assise alors que son pouvoir essuyait une fronde sociale sous fond de non-paiement de salaire, de pensions, de bourses, bref, une crise économique sans précédent. L'homme a par ailleurs gravé son nom dans l'histoire en acceptant toutes les décisions issues de la Conférence nationale des forces vives de la nation, à l'issue de laquelle il laissera le pouvoir en tournant dos à la dictature, au marxisme, léninisme pour l'adoption de la démocratie. Je vous propose d'écouter le général Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom des intérêts supérieurs de la nation et du peuple béninois tout entier, nous disons que les décisions prises par la conférence seront appliquées dans l'ordre et la discipline, librement consenties. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas la capitulation, c'est une question de responsabilité nationale.
Paix à l'âme du général Mathieu Kérékou. Hôtel PLM à Lédio, cet espace qui a abrité 10 jours durant les près de 500 délégués venus de divers horizons végète aujourd'hui dans un état de décrépitude avancée. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, s'est prononcé sur la question lors du point de presse du Conseil des ministres du 21 février dernier. Suivez plutôt. Sur donc le lieu auquel la conférence nationale s'est déroulée. C'est notre patrimoine. La conférence nationale fait partie, non pas seulement de la culture béninoise, désormais de la culture africaine. C'est un repère fondamental. Alors, de ce point de vue, vous savez bien que cela fait partie du programme d'action du gouvernement, de sa démarche en vue de protéger le patrimoine culturel, le patrimoine touristique. En temps opportun, les démarches qui sont faites pour redonner vie à cet espace, à ce lieu, à cette valeur que nous avons, ces démarches vous seront rendues publiques. Londres, un matin de février, c'est au son des Beatles que de nouveaux citoyens britanniques s'apprêtent à prêter allégeance à la reine Elisabeth II et à grossir les rangs des ressortissants de l'Union européenne, espérant assurer ainsi leur avenir au Royaume-Uni après le Brexit. Reportage. Aujourd'hui, Almudena va devenir une citoyenne britannique. C'est l'aboutissement d'un processus entamé il y a plusieurs mois pour cette mère de famille d'origine espagnole. Et même si elle vit à Londres depuis près de 20 ans, ce n'est qu'après le vote du Brexit qu'elle a entrepris la démarche de naturalisation. Jusqu'au référendum, je n'avais jamais pensé à prendre la citoyenneté britannique. En tant qu'Européenne, je me sentais très à l'aise ici. Mais maintenant, avec toute cette incertitude et vu qu'on ne sait pas vraiment où vont les choses, j'ai pensé qu'il valait mieux que je devienne britannique. Comme elle, de nombreux ressortissants de l'Union européenne ont décidé de franchir le pas. Car même si le Royaume-Uni a conclu un accord préliminaire avec Bruxelles qui garantit le droit des quelques 3 millions de citoyens européens sur son territoire, beaucoup se méfient. Résultat, plus de 38 000 Européens ont demandé la nationalité britannique en 2017 contre seulement 15 000 en 2016. Je connais une dame qui s'est installée ici dans les années 70. Elle est française et l'an dernier, elle a décidé de prendre la nationalité britannique à cause du Brexit. Beaucoup de gens le font pour la même raison. Pour obtenir le précieux passeport, les candidats doivent justifier d'au moins 5 ans de présence au Royaume-Uni et passer un test de culture britannique. Les futurs citoyens doivent ensuite valider leur démarche en participant à une petite cérémonie à la mairie de leur quartier. 1 heure pendant laquelle ils devront jurer allégeance à la reine, s'engager à respecter les valeurs démocratiques du pays ou encore chanter le célèbre hymne God Save the Queen. Dans cette pièce, tout autour de moi, il y avait des gens de toutes les origines. Et c'est ce que j'aime en Grande-Bretagne. C'est un pays très accueillant, surtout à Londres. Et je pense que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. À l'heure du Brexit, beaucoup de ressortissants européens préfèrent devenir britanniques plutôt que de risquer de perdre certains de leurs droits. Une tranquillité d'esprit qui a un coût, environ 1 500 €. Passer 1 heure à la piscine sur sa pause déjeuner, rien d'étonnant dans beaucoup de pays occidentaux. Mais en Suède, des employeurs poussent cette pratique à l'extrême en rendant le sport obligatoire au travail. Reportage. Faire un jogging ou du yoga sur son temps de travail, c'est presque devenu banal en Suède. Près de 70% des Suédois font du sport au moins 1 fois par semaine et certains employeurs poussent la pratique à l'extrême en rendant l'activité physique obligatoire, comme la marque de vêtements Björn Borg. Si on veut que les employés aillent mieux, soient plus productifs et soient meilleurs sur la durée, alors il faut que tout le monde fasse du sport. Rentabilité, cohésion des équipes, réduction des arrêts maladie. Selon plusieurs études, le sport au bureau bénéficie à tout le monde, salariés comme employeurs. C'est super bien, une initiative géniale. C'est sympa de s'entraîner et de trouver le temps au quotidien. En Suède, maintenir une bonne forme physique est perçu comme un devoir de l'individu envers la société. Au risque pour ceux qui se laisseraient un peu aller d'être la cible de moqueries ou de se retrouver exclus.
L'important, ce n'est pas que plus de gens rejoignent ce mouvement et l'acceptent, mais plutôt de trouver des manières de s'opposer à cette culture, oser la remettre en question et trouver des alternatives qui permettent de faire des choses ensemble et d'avoir un lieu de travail qui n'est pas marqué par l'idée que tout le monde doit faire du sport. Mais le sport est aussi en passe de devenir un outil de recrutement. Certaines grandes entreprises espèrent attirer de nouveaux employés en subventionnant des activités sportives comme le golf ou l'aquagym. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV et à très vite.